Donc c'est important de mélanger les deux. Hein? Bonsoir, donc Christelle de Rochefort-sur-Toile. On m'a demandé de faire une petite présentation au pied levé. Déjà, on est super content de vous voir aussi nombreux, c'est chouette. Donc ce soir, c'est une soirée de nouveau comme la soirée qu'on avait fait sur le film Akira, avec les Forambules. Et donc, on a le plaisir d'accueillir le réalisateur du film de ce soir, Pascal Rabaté. Merci d'être là aussi nombreux. Je suis Charles Huben, je suis secrétaire de l'association des Forambules. On est content d'organiser cette deuxième soirée avec Rochefort-sur-Toile, surtout vu encore une fois le monde qu'il y a. Donc l'association Rochefort-Forambules, entre autres, organise le festival en septembre de Rochefort. En même temps, on organise des rencontres auteurs tout au long de l'année. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller aussi sur notre site web. Alors, on n'a pas prévu de flyer, donc il va falloir qu'on remédie à ça. Il va falloir qu'on y travaille pour la prochaine soirée. Mais si vous cherchez sur Internet, vous trouverez. Je vais passer la parole à Pascal Rabaté pour qu'il puisse vous dire quelques mots sur le film. Et puis après le film, je poserai quelques questions à Pascal Rabaté. Et puis après, vous pourrez vous aussi l'interroger. Voilà, bon film. Bon, que vous dire? Alors, le film a été tourné en 2019. Hop. Et, il a été fini en janvier 2020, mixé. Enfin voilà, tout était emballé. Il était prévu pour être sorti en juin 2020 et voilà, vous connaissez le reste de l'histoire. Donc le film a été grossir les étagères avec 500 autres petits camarades. Donc ça a été un peu l'embouteillage à la sortie. Et donc c'est pour ça que le film sort qu'en avril. Donc ce film aurait dû s'appeler Les Sans Voix. Et puis on a tourné autour, on s'est dit, voilà, il n'y a pas le côté parodique, il n'y a pas le côté humoristique. Et à une réunion, j'ai eu la bonne ou mauvaise idée d'appeler ça Les Sans Dents. Ce qui nous a permis de ne pas avoir d'aide des régions proches de Hollande. Et à la lecture, de n'avoir eu aucune région de droite. Donc ça a réduit énormément la voilure au niveau des financements. On l'a fait quand même. Et puis, ironie du sort, le film va sortir le 20 avril entre les deux tours. Donc l'humour continue. On se bat contre ce genre de choses. Sinon, quand même, petite précision, le film que vous allez voir est sans dialogue, sans musique, trop tard. Donc on en reparlera après. Voilà, c'est une proposition qui est un peu radicale, mais je vous expliquerai un peu les raisons après. On en rediscutera. Voilà. Merci d'être là en tout cas, parce que j'ai fait quelques avant-premières et vous faites partie des plus belles salles là, au niveau du nombre. Même à Angers, ils ont fait 130, mais putain, je suis né là-bas. Il va falloir bouger le cul. C'est terrible. Enfin, merci en tout cas, merci à vous. Bonne projet. Une quarantaine d'albums au total, environ. Ouais, à peu près, je sais plus, oui, à peu près. Quelque chose comme ça. 4 films, c'est le 4e, celui-là, si je dis pas de bêtises. Non, il y a un moyen métrage et 3 courts avant. Ah, donc ça fait 8. Mais bon, c'est un moyen métrage et ça a eu un succès énorme, mais dans le cadre familial, donc ça compte pas. Les cours aussi, malheureusement. Ah. Bon. Je te propose qu'on parle d'abord un petit peu de ton dernier album. D'abord, avant de revenir sur le film. Je crois qu'il y a quand même un petit parallèle entre les deux, en termes de finalité. Oui, enfin, il y a... Oui. Un certain, comment dire, un goût pour le libertaire, certes. Mais c'est surtout sur... les gens le film est sur des gens décalés. En fait, le film est né avant le projet de bande dessinée.
mais c'est un petit peu les mêmes envies, c'était de parler un peu des gens en marge, enfin de parler des gens qu'on laisse sur le bord de la route, que la société glisse un peu sous le tapis. Il y a, déjà quand j'étais jeune, les camps de Manouche étaient mis sur les dépôts d'ordures, tout proche. Et donc c'était un peu de raconter ce quart-monde de façon non misérabiliste. Donc j'avais vu très peu de films moi, avant de rentrer aux Beaux-Arts. J'en avais vu 5 ou 6 vivant à la campagne. Donc je peux vous les citer tous. Il y avait la 7e compagnie, les Aristochats, Le Bon, la Brute et le Truand quand même. Donc vous avez vu l'allusion, Morel c'est mon Clint Eastwood avec le cigare. Et j'avais dû voir 2 autres films et quand je suis rentré aux Beaux-Arts, j'ai découvert... il y avait un cycle qui était sur le cinéma italien et je suis tombé totalement en amour par rapport à ce qu'on appelle la comédie italienne. Donc ça part pour moi du néo-réalisme fin des années 40 jusqu'au milieu des années, jusqu'à l'arrivée de Berlusconi. Donc il y a eu un champ sur la comédie. Je glisse Pasolini dedans parce que Uccello Uccellini ou Acatone sont des films sociaux sur les marginaux justement. Mais les Italiens ont une façon de regarder le milieu ouvrier ou de faire des films sociaux sans jugement, mais sans condescendance pour autant. Quand on regarde L'Argent de la vieille ou Affreux salé méchant, c'est une peinture au vitriol et en même temps il y a une humanité qui surgit dans ces films. Il y a quelque chose d'à la fois incarné, d'à la fois organique, et la vie est là et l'humanité est là aussi. Donc c'était un peu le projet né de ça. Et puis juste après le film, en attendant la sortie qui devait avoir lieu en juin, j'ai prolongé un peu la réflexion en partant en vacances sur le bord de la mer et en arrière-saison. Et il y avait des villas qui étaient désertées parce que c'était des résidences secondaires. Et je me suis dit, avec mon mauvais esprit, que c'était la bonne période pour aller les cambrioler. Je ne l'ai pas fait, mais j'en ai fait un livre. Et la petite anecdote, c'est que j'ai présenté le film en salle en Bretagne avant que le livre sorte. Et il me disait après le film, il me disait, mais c'est quoi votre prochain projet? Je dis, c'est l'histoire de jeunes et de moins jeunes anarchistes qui cambriolent les maisons en Bretagne. Et j'ai les Bretons qui m'ont dit, bah, vous n'allez pas avoir le prix de la meilleure BD bretonne, ce que j'avais eu l'année d'avant avec Ravard pour 5e route du tracteur. Et puis j'ai dit, résidence secondaire. Et là, j'ai eu 5 personnes qui ont applaudi en disant, ça fait chier les putains de Parisiens, ça sera très bien. Donc j'ai peut-être une chance pour le prix de la BD bretonne. Mais voilà, c'était un peu... Enfin, le lien se fait là-dessus, c'est de parler un peu des gens en marge, même si dans la BD, c'est quand même plus structuré, et c'est pas non plus un film sur la collapsologie, hein, mais c'est une comédie, alors que l'autre, c'est une comédie dramatique, voilà. Ton album se passe au début des années 60, en 62, je crois, l'histoire démarre. Pourquoi avoir choisi cette période-là ? C'était la fin des guerres, enfin, pas tout à fait, parce qu'il restait encore quelques... Il y avait Madagascar encore, mais c'était la fin des colonies. C'était un peu toute la fin de cette période qui allait engendrer le mouvement de 68. Donc j'avais envie de revenir un peu aux sources, de parler de cette jeunesse qui s'était révoltée, de ne pas faire une analyse, mais de me dire quelles avaient été les étincelles, quelles pouvaient être les étincelles qui fassent déclencher une rupture de banc et un renoncement à son milieu social, quoi. Donc c'était pile cette période-là. C'est au final, alors on va pas dévoiler toute l'histoire, mais c'est l'histoire de 3 jeunes gens qui vont démarrer leur étude post-bac et qui rencontrent une jeune femme. Et c'est là que ça se cristallise et que tu as voulu que ce soit elle le déclencheur de leur évolution ou
le fait qu'il reste en Bretagne à ce moment-là. Alors, ce qui reste en Bretagne, c'est que j'avais passé mes vacances à l'Octudie, donc je vais pas chercher loin. Moi, je passe mes vacances à un endroit, je fais une histoire. Hein. Je travaille à Nantes, donc il est probable qu'une histoire se passe à Nantes. J'ai besoin d'avoir des lieux qui existent pour pouvoir les inscrire, pour pouvoir commencer à y croire. Là, j'avais envie de raconter, de croire à une histoire d'amour entre quelqu'un qui a des racines énormes, qui peuvent remonter jusqu'aux croisées, et de quelqu'un qui croit ne pas en avoir, qui rêverait de se faire opérer pour se faire enlever le nombril, parce qu'elle a une mère qui l'a abandonnée. Elle est née un peu de la honte et de l'humiliation. C'est une enfant de la guerre, donc c'est une fille de collaborationniste, si on peut dire, enfin, qui a fait de la collaboration horizontale, très joli terme qu'on donnait à la fin de la guerre. Et donc cet enfant, elle n'a aucune attache, et du coup, elle rencontre quelqu'un qui a, dans les bonnes vieilles familles catholiques, on avait 5 enfants, il y avait l'aîné qui faisait l'armée, le deuxième qui partait, ça existait encore, j'en ai rencontré dans les années 70. Mais en fait, voilà, sans jugement, c'était un peu faire essayer de cohabiter et de faire naître une histoire d'amour entre deux personnes qui renonçaient l'un comme l'autre à leur milieu pour essayer de construire quelque chose, quoi. Enfin, construire une histoire d'amour. En volant, quand même. Ce qui est un petit peu la trame, du coup, de ce que tu nous évoquais. Il me semble que quand tu es passé sur France Inter, tu as évoqué un personnage à Antoine Decaune, qui doit être Marius. Oui. Et alors, il y a une petite chose qui m'a frappé dans l'interview. Alors, du coup, j'en parle parce que il a sa maison sur sa maison sur Rochefort. Il y a un lien avec Pierre Loti. Alors, il y a un lien plus ou moins avec Pierre Loti, parce que c'est le personnage s'appelle Marius, parce que je pensais beaucoup à Marius Jacob, qui était un cambrioleur de la fin du 19e et début 20e, qui était un Robin des Bois, mais un vrai Robin des Bois, c'est-à-dire qu'il cambriolait et il redistribuait à son quartier le fruit de ses rapines. C'est un personnage qui avait inventé le vol au parapluie. Donc il louait les appartements au-dessus d'un appartement de banquier, il faisait un trou avec une chignole, il passait un parapluie, il cassait tout autour pour pouvoir laisser passer un corps. Donc le gravat ne tombant pas, ça ne réveillait aucun voisin en dessous, ni au-dessus, ni sur les côtés. Ce personnage de Marius Jacob a inspiré le personnage d'Arsène Lupin à Maurice Leblanc. Il a fait il a passé une vingtaine d'années à Cayenne. Il s'est fait poirer en 1905 ou 6. Et c'est devenu, en effet, c'était une vraie figure. Et ce Marius Jacob a cambriolé, en effet, la maison de Pierre Loti. Et il a commencé à la cambrioler, et il s'est aperçu que c'était un écrivain, et du coup, il a tout remis en place avec un petit mot en lui disant « Je ne volerai pas à un artiste, bonne chance, profitez de vos biens ». Donc c'est ce personnage de Marius Jacob qui a... Non, il y a 2 ouvrages, il y a eu 2 bandes dessinées ou 3 qui ont été faites dessus, 2, si je ne m'abuse, et il y a un livre chez La Dilettante qui était paru dans la fin des années 80, sur la correspondance qu'il avait avec sa mère, et qui est assez magnifique parce que la prose, enfin il avait une écriture qui était très très belle, et du coup je l'ai appelé Marius par rapport à ça, quoi. C'était Joatia, cambrioleur des années 40, qu'il avait rencontré, qui disait « Quand on regarde Marius Jacob dans les yeux, on a des envies de pieds de biche ». La phrase est magnifique. Je te propose qu'on revienne un petit peu maintenant sur le film, avant que je pense que pas mal de gens doivent avoir des questions. Comment t'es venu à la base l'idée du film? Comment ça t'est venu? C'était de vouloir parler des gens du quart-monde, mais d'en parler justement de manière comique, j'aime pas le terme, mais de manière humoristique, décalée, et en essayant de faire quelque chose qui soit une espèce de poésie des déchets, du ready-made, c'est-à-dire vraiment regarder un peu tous ces trucs et voir ce qu'on peut en faire. Donc c'est vrai que
Nous avons testé le méchoui, on a vraiment essayé de débiter le porc avec la tondeuse. Ça ne marche pas, ça coince au niveau des os. Mais voilà, c'était comment détourner les objets, comment une société se reconstruit sans mémoire. Parce qu'en fait, c'était de raconter le sujet du film, c'était de ces gens qui viennent de tous les horizons, n'ont qu'une langue commune, c'est le corps. Parce que, en effet, si les gens viennent d'Afrique, viennent d'Asie ou autre, il n'y a pas de tronc commun de langage. Et du coup, c'était essayer d'imaginer une société qui renonce au verbe, tout au moins pour un temps, parce que la parole revient quand même avec l'innocence, enfin avec la gamine. Enfin, une parole, la plus importante. Mais voilà, c'était vraiment d'essayer de faire une espèce de tour de Babel imposé. C'est-à-dire, c'est ces gens qu'on jette sur les bords et qu'on laisse se démerder avec leurs origines et avec leur non-communication. Et donc de voir comment ils allaient pouvoir se recréer un langage qui va être, en effet, chacun a sa propre identité, comme on a fait un peu un travail avec les acteurs là-dessus, mais majoritairement, enfin il y avait ma troupe, et puis tous les gens qui sont arrivés ont été recrutés sur une scène qui est pour moi la scène clé du projet, qui est la scène de danse, et du coup, tous les acteurs, les nouveaux de la troupe, ont été obligés de faire un casting de danse. Donc j'ai eu pas mal de gens qui ont refusé, donc ça a été vite choisi. Et puis après, c'était pas les meilleurs danseurs, c'était ceux qui étaient le plus... Non, les plus généreux. D'accord. Les plus généreux et qui étaient ce qu'on peut appeler des danses sans honte, mais des gens qui dansent à fond et qui donnent tout. Et donc on a recruté Romain, notamment, qui était une très très belle pioche, qui est l'amoureux transi avec sa petite larme, là, et qui a été magnifique. Mais on avait... Au début, je voulais... Il y avait un gars que j'avais casté qui faisait 2,10 m, mais qui dansait très très contrit, ça me gênait, mais je trouvais que c'était très drôle. Dans la voiture, on aurait été obligé de faire une découpe dans le capot, il aurait eu sa tête qui dépassait. Mais pour la scène de danse, on ne pouvait pas se prendre quelqu'un qui allait s'économiser et qui n'allait pas donner tout. Et donc Romain, quand il a passé le casting, il grimpait au rideau, et donc le contrat était signé. Il dit voilà, t'es très mal payé, il y a Yolande Moreau et machin, je lui ai dit oui. Mais c'est vrai qu'on a recruté pour la danse. Tu nous expliquais tout à l'heure, quand on dînait, que François Borel était content de faire le film parce qu'il y avait Yolande Moreau. Ah mais il y a toujours une part d'escroquerie dans les contrats. Donc Yolande a dit oui parce qu'on se connaît depuis un moment. J'avais participé à un de ses spectacles à Angoulême il y a de ça 15 ans. On avait eu on avait vraiment accroché l'un avec l'autre. Elle m'avait demandé d'être lecteur sur son film Henri. Donc j'avais eu l'immense honneur d'être chez elle, de relire son truc, de proposer quelques idées qu'elle avait prises ou pas. Et elle me disait, il faudra qu'on tourne un jour ensemble. Donc je lui ai envoyé le scénario. Elle m'a dit, j'accepte sans le lire, je le lirai après, mais je te fais confiance. Là-dessus, on a téléphoné à Kervern en lui disant, Yolande a accepté sans lire. Il a dit, bon, je ferai pareil. Et après, j'ai dit à Morel, ça te dirait de faire un film avec Yolande? Il me fait, mais oui, bien sûr. Et j'ai dit, bon, voilà, c'est fait, c'est bon. Et puis, on a envoyé le plan de travail, mais il m'a dit, je la croise pas. J'ai dit, vous serez sur le même film, mais vous ne vous croiserez pas. Tu auras le droit, cependant, d'aller manger chez elle le soir. Et voilà comment la chose s'est un peu boutiquée, quoi. Des petites arnaques, c'est pas bien méchant non plus. Au niveau du tournage, est-ce que de façon inconsciente, je sais pas, les acteurs par moment ont lâché des paroles parce que... Oui, mais ça, on a coupé. En fait, le truc, c'était d'essayer justement alors, Philippe Rigaud, qui tremble tout le temps, en fait, ne tremble pas naturellement, mais tremblait tout le temps, pendant tout le film. Il voulait pas s'arrêter, donc il tremblait tout le temps. Il disait, je suis dans mon rôle, allons-y. Il rentrait chez lui, il était comme ça. Mais ils étaient tous... Même s'il lâchait un verbe, c'était pas grave. Il y a la magie du montage sonore, il y a un travail de son qui a été fait qui est assez colossal. Donc ça, c'était pas très grave, il y avait des verbes. Après, c'était plus les entraîner sur... c'était canaliser un peu, parce que c'est assez unique dans un tournage. Vous avez 12 acteurs qui sont constamment ensemble.
Donc à la fois c'est un bonheur pour eux, et à la fois c'est assez pénible, parce que la scène de déballage de cadeaux, c'est assez merdique à gérer. Enfin, j'étais paumé, moi, plus savoir. J'en dirigeais un, mais j'en avais 4 qui se barraient sur les côtés. Enfin, c'est comme une cage de poussins où tout se barre en sucette, quoi. Donc ça a été un petit peu long à mettre en place, mais après, c'est vrai qu'ils suivaient surtout. Donc après, je leur ai appris, moi, 1 an et demi après. La scène de baignade, par exemple, je leur ai fait un coup de salope, qui est quand même assez terrible. C'est que, en fait, ils se sont baignés dans des algues vertes. Donc ça, c'est rien, en fait. Le matin du tournage, on a enlevé les vrais poissons morts pour mettre les nôtres. Ça, il y en a 2, 3 qui ça reste un peu en travers. Mais j'étais dans l'eau avec, donc ça fait passer la pilule. Hein. Mais non, autrement, ils m'ont tous suivi. Et c'est vrai que j'ai testé tout le truc. Le lave-voiture, je suis passé avant. Enfin, la planche à repasser, je l'ai testé. La tondeuse, je l'ai testé aussi avant, à l'arrière de la voiture. Donc après, ils étaient en confiance. On ne prenait pas de risques inconsidérés. Il y a une scène un petit peu qui est chaotique, c'est celle du Fenwick dans le champ qui commence à bouger avec le truc. On a eu un petit peu peur, on a fait une prise, et puis j'ai dit on arrête les frais, j'ai pas envie de me retrouver avec des problèmes, non pas avec les assurances, mais avec vous, quoi. Mais voilà, ça a été vraiment un truc de confiance. Après, on est obligé de bosser comme ça, c'est un tournage... j'ai fait 4 films, je n'ai jamais eu énormément de temps. Sur les précédents, j'avais 6 semaines. Donc 6 semaines, c'est court, mais là, on avait 21 jours. Ah oui. Donc 21 jours, c'est dense. J'ai dormi 2 heures par nuit pendant 21 jours. Et on a fini à 6 heures du matin, les derniers plans étant ceux du Fenwick qui percute la barrière pour aller piquer les bouteilles de gaz. Mais parce qu'évidemment, on ne tourne pas dans l'ordre. Mais oui, c'était très dense, et du coup, ça... Mais le fait qu'il soit de tous les plans a facilité aussi les choses, quoi. Les 21 jours, c'est dur, hein, c'est raide. On va peut-être proposer aux gens de poser des questions. Ah, je savais bien qu'il y aurait plein de questions. Oui, alors c'est un film, moi, qui m'a beaucoup plu. Là, ah non. On peut y voir une espèce de tour de Babel du quart-monde, mais au-delà, moi je vois aussi une métaphore, évidemment burlesque, sur une société qui est envahie par ses déchets, par une technologie devenue folle, et c'est un film qui est burlesque, et je ne sais pas, je voudrais poser la question aux spectateurs. Les gens n'ont pas ri, c'est parce que c'est du Tati qui est tellement matiné de Villemin, de Cavana et de Reiser dans la dégueulasserie à certains moments, volontaire, que ça peut choquer. Mais tout ça est sauvé par un... Enfin, pas sauvé, sublimé par une poésie carrément surréaliste. C'est ça qui m'a plu. Par exemple, quand ils arrivent à un moment donné, là, il y a ce programme de bâtiment avec des baignoires qui sont comme ça dans le ciel, et ils s'en emparent. Il y a une toile de Dali qui est comme ça, peut-être ça vous a inspiré. J'ai pensé alors à Ferreri, hein, à La Grande Bouffe, à Kusturikas aussi, et c'est carrément un film qui est burlesque, certes, mais qui est aussi surréaliste. Et je voulais savoir quelles ont été un peu vos sources d'inspiration, plus précisément dans italien, par exemple. Ah ben, italien, ben merci pour toutes les références que vous citez, parce qu'en effet, même si j'ai pas... À un moment, on les prend, on les oublie. Hein. Pour Reiser, vous avez totalement raison. Il y a 2 gags que j'ai empruntés à la bande dessinée. Il y a, enfin, un gag que j'ai changé, bien évidemment. Mais il y avait Kervern qui fait ses potions. En fait, je pensais à cette planche de Reiser qui était magnifique, qui est dans Mon Papa, où il y a un type qui passe devant un pneu, qui le ramasse, qui coupe des morceaux, qui le fait bouillir dans une cocotte, il se couche et il rêve, il dit il a vaincu le cancer avec très peu de moyens. Et en fait, cette planche m'avait fait... Enfin, j'avais trouvé ça tellement beau et tellement à la fois poétique et cruel,
que quand j'ai parlé du personnage à Kervern, je lui parlais de ce personnage-là. Quant à l'autre, c'était dans Les Idées noires de Franquin, où un joueur de tennis fout un grand coup sur la tête à un type et le mec se retrouve avec une tête en frites. Donc moi j'en ai fait des vrais, mais voilà, c'était les références. Oui, c'est vrai que j'ai des influences tatiesques. Ça va même jusqu'à Keaton, en passant par Etex et puis par d'autres. Mais je suis en effet enfant aussi d'Harakiri, et il y avait un peu toutes ces choses qui convergeaient. Je voulais pas faire du gag pour du gag, je voulais essayer de faire un cinéma organique sans me censurer, parce que c'est la pire des censures, c'est commencer à rire de quelque chose, se dire que ça va pas passer. Donc je sais qu'il y a des choses qui sont très limites. Le mec avec sa tête dans le pubis qui dégueule. Ça m'a fait rire, j'ai regardé le truc, je me suis dit c'est gore quand même. Ma compagne m'a dit ça me dégoûte. Et j'ai dit bah oui, mais c'est aussi, faut que je crée aussi la marée en poussant les curseurs à certains endroits. Et donc je me suis rien interdit. En me disant que je passais peut-être le gay, mais tant pis, j'assumais. Mais en effet, pour Kusturica, on en a parlé, et je revendique en effet, j'ai adoré Chat Noir, Chat Blanc, Papa est en voyage d'affaires, c'est autre chose, Underground un peu moins, je l'ai revu récemment, juste avant de faire le film, justement pour essayer d'évacuer un peu des influences trop visibles, ou voir ce qu'il avait fait, ne pas remettre les pieds dans ses empreintes. Il y avait Chat Noir, Chat Blanc, puis il y avait Le Temps des Gitans, bien évidemment. Après parce que vraiment, il fourmille aussi de gags, et je suis sûr qu'à première vue, on en perd beaucoup, parce c'est pour ça que je demande au public pourquoi on se censure de rire, parce qu'il y a des endroits qui sont vraiment, des moments qui sont vraiment burlesques. Ben merci, je vous dis, c'était la poésie, le moteur premier. Il y avait cette envie de parler du quart-monde, mais il y avait aussi la façon de parler d'une poésie du déchet, de regarder un peu. Alors j'avais amené au chef d'écho une couverture de pilote, un vieux pilote des années 70 où il y avait une tête qui sortait des ordures avec des bidons. Je ne sais plus comment il s'appelait le dessinateur. C'était pas un des courants, c'était pas Alexis, c'était un Italien. Je ne sais plus. Mais c'est vrai qu'il y avait cette référence. Enfin, je viens des Mickey, et je ne dis pas ça péjorativement. Je n'ai jamais fait de la bande dessinée comme un marchepied pour arriver au cinéma. J'estime que les deux supports ont des façons de raconter différentes, des intérêts différents, et la bande dessinée a ça de formidable, c'est qu'elle a réussi à supprimer le son, et qu'on contrôle tout. Le cinéma est formidable parce qu'on partage tout. Et ce film, je suis le chef d'orchestre, mais en fait, sans l'équipe, je dois tout aux autres. C'est-à-dire, c'est une histoire de don de l'équipe technique, c'est chacun à ramener un peu sa pierre. Je rends à César ce qui appartient à César. L'éclairage au frigo, c'est une idée du chef d'écho. Il y a quelques trucs où chacun arrivait avec ses propres idées. Chaque acteur arrivait aussi avec sa lecture des personnages. Donc à un moment, je ne peux pas parler de direction d'acteur, je parle juste de gestion pas du personnel, mais du talent. Ouais, de canalisation des bêtes, quoi. J'ai essayé qu'il y ait une connerie par plan à peu près. Donc après, c'est pas forcément une bêtise, c'est juste une idée poétique, une idée décalée. Donc quand on parlait de surréalisme, c'est plus... Enfin, le surréalisme est un mouvement né en France avec Breton, mais en peinture, ça a été un peu sublimé par des Magritte et autres, des Tanguy. Et c'est vrai que eux avaient cette espèce de notion d'humour à l'intérieur de la représentation picturale. Et c'est vrai que je me sens assez proche des Belges aussi. Je suis assez copain avec Bouli Lanner. C'est vrai qu'ils ont une façon de filmer qui est beaucoup plus crue, qui est beaucoup moins empoulée, moins moraliste aussi. S'il vous plaît. Bon, merci pour ce film absolument réjouissant et jubilatoire. Je partage le jugement qu'on vient d'entendre. Vous
pourriez nous dire quelques mots sur les décors, parce que créer un tel décor et un tel tas d'ordures, je suis stupéfait. Merci. Alors, je ne remercierai jamais assez les Parisiens d'être aussi dégueulasses. On a fait un casting des décharges sauvages à Paris. C'était un festival. Hein. Alors, on n'a pas eu l'autorisation de tourner sur les plus belles, si on peut dire. Il y avait Poissy-en-Carrière. C'était 700 mètres carrés de machines à laver, d'électroménager. C'était des mers de déchets. Puis c'est un peu comme c'est comme un virus, on pourrait parler actuel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui jette une machine et puis après, dans les 3 semaines, vous avez un cercle concentrique, la technique de l'escargot, et ça finit par envahir tout. Et donc Poissy-sous-Carrière, on avait visité ça avec Angelo, le chef d'éco. On s'était dit, mais c'était horrible, parce qu'on disait, oh, t'as vu comme c'est horrible, c'est magnifique. Enfin voilà, on était dans ce paradoxe. On n'a pas eu les autorisations parce que c'est une très très mauvaise publicité pour les villes, mais on a eu l'embarras du choix, c'était énorme. Et là, celle qu'on a trouvée, c'était chez un particulier, et cette décharge, elle s'est faite en 7 mois. En 7 mois, alors c'est simple, c'est des arnaques qui se font un peu partout, c'est des boîtes qui se créent pour prendre les déchets du BTP. Ils vont voir les entreprises et leur disent, nous, vous nous payez, on va vous débarrasser ça, on va emmener ça dans les déchetteries. Et en fait, ils font 10 km et ils jettent tout dans un champ inconnu. Et en fait, ils se passent tous le mot. Et en l'espace de 6 mois, c'est une catastrophe industrielle, quoi. Donc nous, on a tourné en surface. Donc c'est là où ils dansent. Donc la langue, là, un peu, moi, ce que j'appelais la vague de Koussaï. C'est nous, on l'a rempli avec les déchets qu'on a trouvés sur place. Mais il y avait, c'était des déchets de trucs. Là où Gustave est dans son cercueil, c'était du BTP aussi, et c'était extrêmement dangereux d'ailleurs. On a été obligé de faire un passage. J'ai failli perdre le pied, moi, entre 2 blocs de béton. Mais c'était en effet des camions bennes qui arrivaient la nuit, qui balançaient tout, quoi. Donc nous, on a fait tout ce qui était en surface, ça a été fait dans une décharge. La route défoncée, c'est un décor existant, où là on a tourné un peu comme des sauvages. Enfin, on a tourné certaines scènes sans autorisation, parce que bien évidemment, nous n'avons pas eu l'autorisation de la SNCF de tourner sur les voies pour immoralité, et puis ils ont assez à faire avec des vrais voleurs, donc ils n'avaient pas envie de nous prêter de nous louer les lieux pour simuler des vols de câbles. Mais tout ce qui était sous terre, c'était des anciennes champignonnières dans le Vexin. Donc on tournait dans la région de Cergy-Pontoise, et c'était un décorateur du vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe des défilés, qui loue les plantes, les arbres et tout ce qui est un petit peu vivant pour des défilés et des films. Et il stocke à la fois ces plantes-là, mais il stocke aussi les restes de décors. Il récupère tout. Donc là, il était super heureux. Il allait récupérer des décors du dernier Wes Anderson qui a été tourné à Bordeaux. C'était une mine d'Alibaba avec le seul problème, c'est qu'il y avait de la mérule partout. Donc ça bouffait tout ce qui était en bois. La caravane, elle a tenu 3 mois, quoi. Nous, on a récupéré une caravane. Il dit, je l'ai stocké ici 3 mois. Il y avait des pans qui s'écroulaient, enfin tout. Mais il y avait une salle où il n'y avait que des bidets, des lavabos, des baignoires. Une salle de verroterie, enfin il y avait un téléphérique, il y avait un bout de fusée, il y avait un dieu grec un peu raté, des colonnes. Enfin on a été pioché dedans, quoi. Alors la tête de Karl Marx a quand même été faite, c'est nous qu'on l'a fait. Mais en effet ça a été un vrai boulot, enfin le chef d'éco est... Là, quand je dis que je dois beaucoup, c'est vrai que le chef d'éco est un ami qui n'a pas besoin d'ennemis puisqu'il m'a, et qui a flambé toutes ses cartouches pour le film. Le chef opérateur, c'était un jeune, c'était son 2e long métrage, c'est pareil, il a été une espèce de pile électrique qui a porté le projet aussi. Et donc c'est vrai que ces gens-là, en termes de travail d'image et de décor, ont fait que le projet tient mieux debout
avec eux que sans eux. Ce qui est compliqué, c'est de réussir, alors c'est pas le premier film que je fais sans dialogue, mais c'est de faire comprendre à l'acteur que quand on lui supprime la voix, il ne faut pas qu'il la compense. Et avec Jacques Gamblin, je sais que les 2 premiers jours, j'arrêtais pas de le freiner, c'était sur Ni avant ni à louer, et il m'a dit, au bout de la fin de la 2e journée, il m'a dit, écoute, je sais pas, je comprends pas en fait ce que tu veux, ce qui se passe. Je lui ai montré les images, et je lui ai dit, regarde, il n'y a pas de parole, donc tu ne te concentres que sur les corps. Et donc, c'est pas moins tu en fais, c'est ne fais pas plus. Et quand il a vu les images de ses camarades, il m'a dit, oh, bah, j'ai tout compris. Et après, c'était ça. Donc c'est essayer de leur faire comprendre que la caricature, pour moi, c'est quelque chose que je l'aime en dessin, je l'aime pas au cinéma. Je n'aime pas la caricature, je n'aime pas le second degré. Il y a quelque chose qui c'est pas dans mon état de pensée. Et donc je leur disais, moi je veux pas que vous moquiez des personnages, je veux que vous soyez eux et essayez de vous faire comprendre de l'autre sans forcer les traits, quoi. Donc garder cette espèce de fraîcheur, enfin c'était le terme fraîcheur, enfin là on peut parler de fraîcheur, mais les dates de péremption sont quand même pas mal passées sur tout ce qui est... Mais c'était ce que je leur demandais à jouer. Et en l'occurrence, venant eux du théâtre de rue, le message est très vite venu. Il y a Gustave qui a mis un peu de temps au début, les 2 premiers jours, à trouver sa place, parce qu'il y avait quelque chose justement qui lui manquait et il n'avait pas trouvé son langage. Donc ça allait, c'était des scènes qui n'ont pas été montées. Mais voilà, chacun devait trouver son identité d'expression sans forcer le trait. Donc moi j'étais là aussi pour réduire plus la sauce que de l'augmenter. Mais c'est particulier, hein. Alors après, quand vous dites qu'il n'y a pas de texte, moi, François Damien, sur Ni avant ni à louer, il a accepté parce qu'il n'y avait pas de texte. Mais il y avait un scénario qu'il n'avait pas lu. Il a déchanté. Quand j'ai dit de se mettre à poil, il m'a dit, ben non, non, non. Et j'ai dit, c'était écrit. Il n'avait qu'à lire, page 12. Le montage du projet n'a pas été trop difficile? Ah bah le si, montage si, financier, si. j'entends. Alors, le montage financier, l'origine du projet date de 2014. Il a été tourné en 2019. Ça met 5 ans. En 2010, j'ai donc réalisé Ni avant ni à louer. Le film a pas mal marché dans les pays de l'Est. On avait réussi à se décrocher une médaille ou une timbale à un festival de Carlo Vivari, qui était un peu le festival de Cannes des Balkans. Donc ça venait de Russie, de Canada, enfin voilà, c'était un peu ce qu'on appelle les festivals de catégorie A, et du coup, j'avais réussi à me décrocher la palme de la meilleure réalisation. Et les Tchèques avaient commencé à m'appâter en me disant ça serait formidable qu'on fasse une copro avec toi pour un long métrage, dans ce même type de process. Et donc j'ai commencé à cogiter en leur disant mais j'ai envie de parler du quart-monde, j'ai envie de parler d'une communauté qui vit sur les déchets, qui ont chacun un langage, on est plus sur quelque chose de plus radical. Et le projet est parti en pré-prod en Tchéquie. Je ne parle pas le tchèque, j'ai un anglais que j'ai fabriqué tout seul, donc c'était un peu, j'avais toujours un interprète, c'était un petit peu, ça restait flou, mais en fait le truc avait été validé. Et on avait une boîte de prod, on avait tout, et puis la communauté, j'ose plus. La communauté à l'origine était d'une 30aine de personnes, 30-40 qui vivaient dans cette nasse. Et puis, on avait une copro qui était canadienne, tchèque, française, et la Tchéquie, un apparatchik a refusé le projet pour immoralité, et du coup, tout le château de cartes s'est écroulé, et c'est revenu en France, avec 3 fois moins de finances, et ce qui a été une bonne chose pour le projet, parce que du coup, j'ai été obligé de réduire les personnages, et du coup, de densifier chacun. Et donc, il y a toujours cette question qui plane au-dessus d'un projet, c'est de dire, est-ce que
votre film est plus beau que ce que vous espériez ou est moins beau? Combien de pourcentage il est de votre envie, de votre désir? Et le projet est plus beau que mes rêves puisqu'il existe. Et donc je ne suis pas le seul artisan de ce projet, j'ai été aidé énormément. Et du coup, moi je vois les autres plus que moi. Mais voilà, c'était un peu la genèse de ce truc-là. Et après, en France, on s'est fait bouler. Évidemment, il y a plein de chaînes télé, ces chaînes publiques n'ont pas lu le truc. Déjà, d'une, je ne suis pas quelqu'un dont ils aiment forcément le travail. Et là, pas sur le scénario, plus sur une esthétique. Quand vous travaillez pour la télé, les plans larges sont un peu bannis de la grammaire. Parce qu'à la télé, ça se lit pas, ça se lit mal. Les scènes de nuit pour TF1 sont à virer parce que les gens en profitent pour aller pisser, on voit rien, enfin, voilà, ou alors vous suréclairez, on est sur de la nuit américaine. Donc ces télés-là, c'était nul, enfin voilà, ça marchait pas. Quant à Canal, ils étaient à peu près partants, puis finalement, au dernier moment, ils ont tout lâché. Et donc on n'a aucune télé en fait sur ce projet. Donc ça a été compliqué de le monter. Et ça a été à un moment on s'est dit avec le producteur que voilà, moi je remettrais mes ronds dans le film et puis on allait essayer de le produire en petite configuration financière et de voir si les gens nous suivraient sur cette idée, quoi. Au final, une des forces du film, c'est que c'est un film qui peut partir partout à l'international. Sans que Ou nulle part. Oui, mais au niveau, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de doublage. Ah non, ça oui, tu as raison. Du coup, il ne peut pas y avoir d'interprétation, c'est le spectateur qui comprend. Non, mais ça, c'était aussi un des moteurs, tu fais bien de le dire. C'est que l'envie de faire un film sans dialogue venait aussi du fait que j'en mange beaucoup, je bouffe des séries, je bouffe des films, je mange beaucoup de films en VO avec sous-titrage. Et il y a eu un constat, le constat je l'ai fait, vous l'avez tous fait aussi, notamment sur Arte qui font beaucoup de traductions en interne. C'est-à-dire quand les acteurs parlent de trop, ils décident de couper et ils vont à l'essentiel. Et c'est une sorte de censure, comme il y a une autre façon de tordre un projet, on a les meilleurs acteurs de doublage au monde. Là, c'est pas du chauvinisme, parce que je m'en fous, mais c'est vrai que c'est une vraie tradition depuis les années 40. On a des vrais acteurs qui ont des voix, qui ont un vrai travail sur le jeu, et en même temps, ils sont tellement bons que il y a une dictature qui s'installe, c'est la dictature du labial. C'est-à-dire que les acteurs, on retraduit le texte, mais on va essayer de faire correspondre les mots au mouvement des lèvres. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si en anglais la personne dit j'ai envie de bouffer, et que au mouvement de lèvres manger marche mieux, on mettra manger. Donc le projet se tord au niveau de l'humour, notamment pas mal de films anglais ou américains, quand ils sont traduits en français, et à la moitié du sel qui se barre à cause de ça, quoi. Donc c'était aussi l'envie de faire un projet où personne ne toucherait à notre film en me disant voilà, on va le proposer comme ça. Je voulais même un titre, je voulais mettre un chiffre, parce qu'ils ont tous des maillots de foot. Pour moi, c'est un peu comme une équipe de Paris où on va prendre des joueurs dans tous les pays. Là, on prend les plus mauvais et on les met sur mon dépotoir. C'est mon équipe de foot à moi. Mais voilà, je voulais un titre genre Pi, mais bon, ça a été pris avec un T. Mais en plus, ça voulait rien dire. Mais essayer de trouver un titre qui soit justement sans alphabet, quoi. C'est à la fois la fin du verbe, mais c'est aussi la fin de la lettre et du mot écrit. Donc, il n'y a pas une seule typo, il n'y a pas une seule lettre dans ce film. On a enlevé les plaques d'immatriculation, il n'y a aucun signe d'alphabet latin, cyrillique ou de signe japonais, quoi. J'ai une petite question. Vous disiez qu'il n'y avait pas de musique pendant le film. Je suis là. Ah, pardon. Vous disiez qu'il n'y avait pas au début, avant le film, qu'il n'y avait pas de dialogue et qu'il n'y avait pas de musique. Juste cette scène hallucinante de danse que j'ai trouvée incroyable.
Et la musique, elle vient d'où? Parce qu'au début, on comprend que c'est une musique qui est créée avec les objets, les bruits. Mais après, je devine qu'il y a un autre travail de composition, quelque chose derrière quand même. C'était le monteur son en fait qui a fait tout ça. On a casté les acteurs sur le gabber. Pour ceux qui connaissent, il faut aller voir sur internet. C'est des danses énormes. Enfin, c'est une musique assez terrible. C'est vraiment les prémices de la techno. On est sur du brutal. C'est ouf. Mais je faisais caster là, sur cette musique et ils ont dansé sur du gabber. Et après, j'ai demandé au monteur son, parce qu'il est musicien aussi, de créer un morceau à base de bétonnière, de truelle, de plus de 2 pans avec des mignonnettes d'alcool. Et en fait, il est parti de ça, en rajoutant des lignes de base, bien évidemment, et en remettant un peu plus de ferraille dans la bétonnière. Mais c'est une création. Comme les deux musiques de générique sont la Carmagnole, qui est l'ancêtre du chant révolutionnaire, et puis le deuxième, c'est le chant des républicains espagnols. Voilà. Et ça, c'est lui qui les a refaits justement avec un peu des instruments trouvés par terre. Mais en effet, cette scène-là, c'était la scène clé pour moi du projet. Et j'ai pas écrit autour, mais je savais que c'était mon pic. C'était le pic du projet, c'était la scène pour moi où il devait y avoir, enfin que ce soit un incendie, quoi. Et ça fonctionne. Hein. Bah, je sais pas, mais... C'est une des scènes les plus fortes que j'ai vues ces derniers temps. Et en plus, j'adore la danse et c'est un moment... c'est extatique. Vraiment. Bah merci. On fera un disque, je vous l'enverrai. Avec plaisir. Dans les soirées, je sais pas si ça marchera, mais... Sans problème, je pense. Ça dépend des soirées, hein, mais certaines, oui, je pense. Et encore une fois, au nom des 2 associations, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Ben moi aussi. Hein. Merci à vous.